À partir de ce moment-là, eh bien, je me suis débrouillé par moi-même, mais plus jamais je travaillerai pour quelqu'un. C'est fini. Quand on doit entreprendre, on doit prendre des décisions, en fait, résoudre des problèmes, et comment il les résout en tranchant, en prenant des décisions. Il y a une chose qui est importante chez les sportifs de haut niveau, et même dans ceux qui ont réussi dans les affaires. C'est intéressant, merci beaucoup François de partager tout ça, ça a vraiment beaucoup de valeur. Ce côté entrepreneurial, on l'a ou on l'a pas. Il y a une chose extraordinaire que tu as réussi à faire, d'être à la retraite, dans ton cas, à 35 ans. Donc je me suis retrouvé devant le fait accompli en disant, bon, qu'est-ce que je fais? Alors ce qui m'a permis de me lancer, c'était... François Michalon, tu es un homme aux 1000 vies. Serial entrepreneur, expert en transformation comportementale, auteur, conférencier et chroniqueur radio. À 17 ans, bac en poche, tu refuses des études et tu choisis de gagner ta vie. Tu commences comme camelot, puis tu enchaînes les créations d'entreprises dans l'industrie, le commerce, l'immobilier, la finance et l'édition littéraire. Tu avais plutôt un rêve fou, celui de devenir rentier, ou en tout cas d'être à la retraite à 35 ans, et tu l'as fait, d'être à la retraite à 35 ans. Pourtant, à 33 ans, tu es passé par la case burn-out. Cette épreuve a été clairement un tournant, et tu rebondis. Tu te passionnes pour la connaissance de soi, la motivation, la performance mentale. Et au début des années 2000, tu crées Motivation Première, ta méthode d'accompagnement sur mesure. Depuis plus de 25 ans, tu accompagnes des dirigeants, entrepreneurs, des sportifs de haut niveau, et ta méthode a même contribué à des records établis et des médailles remportées ou plutôt lors de championnats d'Europe et des médailles olympiques. Tu es auteur et depuis septembre 2025, tu es également chroniqueur sur Radio Lac, Suisse romande. Et là, tu parles de charge mentale, de burn-out et de motivation. Aujourd'hui, avec plus de 40 ans d'expérience entrepreneuriale, tu continues de révéler le potentiel des leaders. Et donc, merci beaucoup d'être avec nous. Moi, je me réjouis de cet échange, François. Bienvenue dans l'épisode. Merci, bonjour, merci Giuseppe de m'inviter. Ça me fait très plaisir. C'est toujours agréable de partager des moments. Et quand tu as dit 40 ans, c'est wow, tu prends. Enfin, je me prends une claque, quoi. 40 ans d'expérience, c'est pas mal, hein. Ah, le temps passe vite. Justement, je voulais te demander, à part cette présentation qui est journalistique, qu'est-ce que tu aimerais apporter pour te présenter? Qu'est-ce qui manque pour te connaître? Bah, je dirais il manque une partie importante, parce que c'est ce qui m'a permis aussi de me construire, et peut-être vous qui nous écoutez aussi, c'est le côté famille. Parce que j'ai une épouse, puisque je suis marié, ça fait depuis une trentaine d'années. Et puis, nous avons également un fils. Donc, cette partie est importante parce que la famille est importante. On en reparlera certainement dans tout ce parcours. Et puis j'ai la chance aussi d'avoir certainement comme vous bah, des amis parce que le premier cercle est important. Donc, voilà. Et puis après, une chose qui est importante, c'est aussi, à mon sens, c'est d'aimer la vie. Magnifique, merci beaucoup de mentionner cela, on est complètement d'accord. On va commencer par ton parcours si tu veux bien. On a Ouais. dit tout à l'heure, à 17 ans, tu arrêtes les études. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le bac en poche, tu t'es intéressé au monde du travail directement si jeune? J'interromps moi-même très brièvement cet épisode pour te dire que si tu es en Suisse romande, à Genève, à Lausanne, canton du Valais, canton de Neuchâtel, on t'invite à participer jusqu'à 2 fois à nos événements, même si tu n'es pas membre. Bon, si tu es membre, tu sais que tu peux venir de façon illimitée. Ces événements s'adressent aux entrepreneurs, s'adressent à ceux qui sont à leur compte, ceux qui sont aussi salariés mais représentent leur entreprise, ceux qui dirigent leur entreprise, bref, à tous ceux qui veulent élargir leur cercle d'influence, qui veulent plus de visibilité, qui veulent échanger avec d'autres entrepreneurs sur les sujets qui leur sont chers, tous ceux qui veulent finalement aussi quitter la solitude de l'entrepreneur. On t'invite à participer. Tu vas sur cartonnet.com. Tu as aussi des événements en ligne auxquels tu peux participer et tu es vraiment le ou la bienvenue. Ben, en fait, c'est relativement très simple et ce qui peut arriver à beaucoup, c'est effectivement, j'ai passé mon bac, j'avais 17 ans et quelques mois, et je devais partir faire, j'étais inscrit dans une école automobile puisque je viens, entre guillemets, du milieu automobile et que j'aurais dû faire une carrière dans cet univers-là. Et j'étais pas très chaud de monter à Paris, comme on disait à l'époque, et de m'infuser, je sais plus, il y a 2 ou 3 ans d'études, c'était à la Garac, qui existe toujours. Et j'ai réussi à, je dirais, dissuader mes parents en disant non, je ne vais pas là-haut et je rentre dans le monde du travail. Et donc j'ai intégré la concession automobile
de mon père et qui m'a dit si tu veux bosser, ok, mais tu vas bosser, mais tu vas être le manard entre guillemets, c'est-à-dire que tu vas passer par tous les services parce qu'il est hors de question que tu arrives à la tête avant d'avoir. Donc j'étais heureux parce que mon objectif c'était effectivement de travailler, de gagner de l'argent, d'avoir une indépendance. Donc je suis parti de chez mes parents et puis je suis allé bosser je crois pendant 2 ans. Alors quand je dis bosser, j'ai fait tous les services possibles et inimaginables. Et puis après, le destin est arrivé. Mon père est tombé gravement malade et de ce fait a été obligé d'arrêter ses affaires. Moi, je n'étais pas en capacité, trop jeune, de reprendre tout ça. Donc, je me suis retrouvé devant le fait accompli en disant, bon, qu'est-ce que je fais? Alors, une marque prestigieuse automobile m'a recruté. Je suis resté 1 an chez eux. Et au terme de ces 1 an, je suis allé voir le patron qui est décédé maintenant, qui s'appelait Gérard. Je lui ai dit, Gérard, c'est formidable, j'ai appris plein de choses chez vous, mais plus jamais je travaillerai pour quelqu'un. C'est fini. Et à partir de ce moment-là, eh bien, je me suis débrouillé par moi-même. Donc, effectivement, j'ai une quarantaine d'années d'entrepreneuriat avec des hauts, des bas, des claques, des échecs, de superbes aventures. Mais c'est pas mais, et c'est ce qui fait, je dirais, aujourd'hui ma richesse parce que j'ai une très grande expérience de vie dans différents domaines. Et ce côté entrepreneurial, on l'a ou on l'a pas, je dirais. Parce que ceux qui nous écoutent, peut-être, se posent la question, est-ce que j'y vais pas? C'est en vous. C'est en vous. Alors, soit vous l'avez, vous y allez, soit vous dites, j'ose pas trop, vous pouvez essayer, mais vous risquez de vous prendre des coups. Pourquoi je dis ça? Parce que bien souvent, dans certains réseaux sociaux, on vous vend l'entrepreneuriat comme quelque chose de formidable, miraculeux, ça y est, c'est le jackpot qui tombe. Oui, ça peut arriver, mais à quel prix? C'est-à-dire qu'il faut mouiller la chemise, hein. C'est hyper important. C'est quoi, selon toi, les caractéristiques de qui a la fibre entrepreneuriale? C'est avoir cette capacité à oser, déjà, à oser. Si vous n'êtes pas dans le oser, c'est difficile. Ensuite, c'est de vous faire confiance le mieux possible. C'est de faire confiance aussi à la vie. Et puis d'avoir envie d'aller explorer des territoires inconnus. Alors, vous pouvez être salarié, c'est très bien, il n'y a pas de jugement. Entendez-nous bien, il n'y a pas de jugement. Vous pouvez être salarié très bien dans votre job, vous éclater comme on dit. Maintenant, moi j'ai fait ça pour être indépendant. En fait, je ne supportais pas d'avoir quelqu'un qui me donne des directives ou des ordres. Donc si je ne supporte pas, il faut que je me supporte moi-même. Donc je me suis pris par la main et puis voilà, c'est comme ça que ça se passe. Ok, ok. Et qu'est-ce que tu réponds alors à ceux qui pensent que l'indépendance absolue n'existe pas et qu'en réalité, lorsqu'on est à notre compte, nos vrais patrons, c'est nos clients? Mais ils ont raison aussi quelque part, parce que quand on dit je veux être libre, je veux prendre ma liberté, oui, mais tu dépends toujours de quelqu'un, effectivement, tu dépends de ton client, puisque c'est lui qui a l'argent, c'est lui qui a le chiffre d'affaires. On peut dépendre de fournisseurs, on peut dépendre de son banquier, on peut dépendre de plein de choses, bien évidemment. Mais on a cette sensation, qui est peut-être un peu illusoire, mais de dire c'est moi qui mène tout ça, je suis le leader de tout ça. Alors évidemment que vous allez vous retrouver avec un tas de problèmes. D'ailleurs, quand vous discutez avec des entrepreneurs, tous, ils vont vous dire je passe mon temps à gérer des problèmes ou à trouver des solutions. C'est ça un entrepreneur d'ailleurs. Mais c'est ça. C'est tout à fait ça. N'allez pas croire que ça y est, c'est arrivé, vous êtes dans le fauteuil et tout se passe. Non, non, vous êtes sur le terrain, trouver des solutions, faire au mieux. Mais c'est aussi ça la richesse. Parce vrai. que c'est varié, c'est vous renouveler aussi tous les jours. Parce que tous les jours, c'est une nouvelle aventure. C'est ça, c'est ça. Il faut le goût des challenges, là on est d'accord. Si on revient sur ton parcours, donc lorsque tu as créé ta première entreprise ou ta première activité entrepreneuriale, déjà, est-ce que tu étais seul ou à l'époque, tu as eu besoin d'une équipe en fonction de ce que tu as fait? Et surtout, quel âge tu avais, mais aussi quelles ressources tu avais? Est-ce que tu avais des moyens financiers? Est-ce que tu avais un réseau? Qu'est-ce qui t'a permis de te lancer? Alors, ce qui m'a permis de me lancer, c'était ma bonne volonté, ma foi, mon inconscience, mon insouciance, entre guillemets. Voilà, pour faire court, j'ai fait des marchés avec différents produits, jusqu'au jour où j'ai trouvé un produit qui m'a interpellé. Alors, je dis jusqu'au jour où ça m'a demandé 1 an, 2 ans peut-être de trouver le produit. Et des marchés, je suis passé à un niveau aussi plus supérieur, si je peux dire.
je suis parti faire toutes les braderies de France. Alors, c'est autre chose parce que le marché, c'est routinier. Toutes les semaines, vous êtes au même endroit, etc., etc. La braderie, non, c'est différent. La braderie, c'est une fois par an. Et la braderie, il faut rouler. C'est-à-dire qu'il y a toute la France, il y a des grosses braderies. Et puis, les braderies, alors je parle à l'époque, maintenant je ne connais pas, mais je pense que ça n'a guère dû changer. Il faut réserver une place. Si vous n'avez pas de place, il faut y aller en force pour obtenir la place, pour avoir la meilleure place, pour vendre vos produits, etc. Donc voilà. Et à partir de là, j'ai fait donc les braderies de France, donc c'était beaucoup plus intéressant. J'ai trouvé mon produit qui était intéressant, et de ce produit, petit à petit, eh bien, d'être simple vendeur, revendeur, j'ai commencé à faire du gros. Du gros, j'ai commencé à fabriquer. À partir de là, j'ai acheté un bâtiment, j'ai fait rentrer des machines, j'ai importé des matières premières, et je suis devenu fabricant. Voilà le déroulement. C'est vraiment intéressant parce qu'en t'écoutant parler, on comprend à quel point l'action apporte des résultats, des nouvelles idées, de la nouvelle connaissance, des nouvelles opportunités. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, je crois qu'il y a beaucoup trop de jeunes qui sont passivement en train de consommer de l'information en pensant qu'ils doivent trouver l'idée du siècle. Mais en fait, c'est vraiment l'action qui apporte des L'action, résultats. tu as raison. Moi, souvent, je dis seule l'action vous libérera. Et vous avez un autre exemple, une phrase qui est connue, aide-toi et le ciel t'aidera. Donc le tout, c'est de faire le premier pas, c'est de faire le premier pas d'action. On ne sait pas trop où on va, mais je constate qu'en faisant l'action, il y a au fur et à mesure des portes qui s'ouvrent. Certaines se ferment, mais d'autres s'ouvrent. Et puis ça fait travailler l'imagination. Quand j'ai commencé à faire du gros, tout simplement parce que j'exposais dans les galeries marchandes, j'avais des stands dans les galeries marchandes, un jour, on me dit non, vous ne pouvez pas exposer parce que le magasin, là, il vend ce type de produit. Je dis comment ça? Je suis allé le voir, je lui ai fait une proposition, il a acheté mes produits parce que c'était mieux passé. Et c'est comme ça que j'ai commencé le gros. Et puis du gros, un jour, je me dis mais pourquoi est-ce que je ne vais pas aller directement à la source et fabriquer? Donc c'est un autre challenge. C'est ça qui est intéressant. Et on apprend. Vraiment, ouais. Vraiment, vraiment. Au fil de toutes ces années dans ton parcours entrepreneurial, au-delà du passage à l'action, est-ce que tu as trouvé de la valeur dans le réseau, les connexions quel rôle le réseau a joué pour ton succès? Donc à l'époque, c'était plus un réseau humain, Oui, un réseau d'entraide. Et c'est ce qui est important. Si j'ai réussi à faire ce que j'ai fait sur un plan local, c'est parce que j'ai eu un réseau de personnes, mais très peu, avec une poignée de personnes. On est arrivé à faire ça parce que, comme je le dis bien souvent, la réussite de quelque chose, c'est une réussite d'équipe. Seul, bon, je veux bien, mais il y a toujours autour de soi une équipe, quoi qu'on fasse. Et c'est grâce à cette équipe, grâce à cette entraide, qu'on arrive à monter et à sortir quelque chose. d'accord, d'accord. On va revenir sur un événement qui a clairement eu un impact sur ta vie. Donc, à 33 ans, tu es passé par la case burn-out, hein, c'est comme ça qu'on a Oui. rédigé cette phrase. Est-ce que tu peux brièvement nous dire, alors, pas forcément qu'est-ce qui s'est passé, mais surtout comment tu as rebondi et quel impact ça a eu sur ta vie? Alors, effectivement, j'ai passé cette expérience qui, à l'époque, il n'y avait pas forcément le nom de burn-out, mais ça y ressemblait. En fait, tout se passait bien, c'est-à-dire que les affaires marchaient bien, elles marchaient trop bien, et qu'à un moment donné, ben, j'ai un peu explosé en vol, comme on dit. C'est-à-dire que les commandes rentraient, on fabriquait, on distribuait, mais quand on grossit vite et pas suffisamment de fonds propres, on fait, enfin à l'époque je faisais appel à la banque en disant bon ben voilà, on a des clients, des références, on a ci, on a ça, etc. etc. Et les banques me disaient non, pour tout un tas de raisons, hein. Je ne veux pas dire que ça a changé, mais donc il est arrivé un moment où c'était compliqué. Et de ce fait, les complications m'ont posé parce que quand vous êtes, je dirais, empli d'enthousiasme, empli de motivation, vous dites, vous allez tout casser parce que c'est bon, il y a les commandes, il y a des marques d'intérêt, il y a tout ça, il y a une motivation qui est là, qui est puissante, et que quelque part, on vous scie les pattes, ben, c'est injuste, c'est frustrant. Ça m'a mis KO. J'étais rétamé, tellement rétamé que on a fait un dépôt de bilan. D'accord? Donc j'ai à ce moment-là tout perdu, à la fois ma santé parce que j'étais KO, la boîte qui était en perdition, la bonne nouvelle, entre guillemets, et c'est là où la famille est importante, c'est que j'ai autour de moi
des personnes et des membres de la famille qui m'ont soutenu. C'est pour ça que je dis très souvent, et d'ailleurs statistiquement c'est prouvé, qu'une personne peut se sortir plus rapidement d'une situation d'épuisement, de burn-out, s'il y a une cellule familiale qui est là. La cellule familiale, c'est quoi? Ça permet déjà de ne pas juger, de dire ok, remets-toi comme il faut, on peut éventuellement t'aider, ce qui a été le cas, ça m'a aidé, et à partir de là, ça réconforte et ça fait du bien. Donc sauver du burn-out, sauver également parce qu'il est nécessaire, et c'est pour ça que je vais l'expliquer très souvent, d'avoir en soi, de retrouver en soi cette capacité de rebond. C'est de rebondir. Alors que vous soyez épuisé, que vous soyez en burn-out ou que vous soyez dans une autre situation, il est nécessaire de trouver cet élan pour rebondir. À partir du moment où vous avez ça, vous rebondissez. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez un enfant, quand il apprend à marcher, vous, moi, tout le monde, vous savez combien de fois un enfant tombe avant d'arriver à marcher? Ah, des centaines de fois, des milliers de fois. Il tombe en moyenne 2000 ou 2500 fois. Donc 2500 fois, il tombe et il remonte. Il ne se pose pas la question. Il repart, jusqu'au jour où on sait tous marcher. Personne n'est à quatre pattes aujourd'hui. Donc, si je vous dis ça, c'est parce que c'est en vous, c'est en nous. On a cet influx, on a cette puissance qui est en nous, à condition de l'écouter, à condition d'être le plus léger possible, on en reparlera tout à l'heure. Mais c'est là où le message est important, c'est que quelle que soit votre situation, il y a toujours une capacité, une possibilité de rebondir. Après, on voit comment. Mais c'est important. Merci de partager ça avec nous, François, ça a beaucoup de valeur. Donc je comprends que la famille, le cercle, les proches aident pour rebondir. Ça, c'est... Ensuite, on va peut-être parler de comment trouver la force mentale pour rebondir plus tard dans la conversation. Mais si on peut éviter, bien sûr, de faire un burn-out, c'est encore mieux, je pense, C'est je l'objectif, suppose. hein. C'est l'objectif. Est-ce que tu pouvais revenir en arrière? Alors, je suis sûr que ça t'a aussi enrichi d'une autre façon, hein, là où tu es passé. Mais si tu pouvais éviter cette case et tu pouvais te donner un conseil au toi-même de l'époque, je sais pas, 6 mois, 12 mois avant, qu'est-ce que tu te dirais qui t'aurait rendu service? Je dirais, entourez-vous suffisamment de personnes compétentes. Parce qu'à l'époque, je n'avais peut-être pas cette compréhension-là. Parce que j'étais sûr et certain que j'étais le meilleur et que j'allais écraser tout le monde. Parce que bien évidemment, j'étais dans un univers très concurrentiel et qu'on avait identifié les concurrents et que l'objectif, c'est de dire, tu vas voir, je vais les rétamer, etc. Donc c'était le fait de vouloir écraser l'autre et puis d'être intimement convaincu que ce que je faisais était bien. Or, je n'ai peut-être pas suffisamment écouté des personnes autour de moi ou je n'ai pas su trouver les bonnes personnes qui m'auraient certainement conseillé peut-être de faire autrement. Donc, l'intérêt, c'est sachez vous entourer de bonnes personnes, c'est-à-dire de personnes, on va dire, qui sont plus élevées que vous, mais en termes de connaissances, en termes de savoir. C'est très important. Et aussi de les écouter. C'est clair, c'est clair. Puis voilà, on est toujours, enfin, l'expérience c'est aussi ça, hein. Mais merci de partager ça, là. Donc Ah la oui, modestie, reconnaître ses limites, savoir s'entourer de personnes plus compétentes, je pense c'est que ça. c'est très important. Ouais. Il y a une chose extraordinaire que tu as réussi à faire. Moi j'ai 43 ans, ça fait 25 ans que je suis entrepreneur, mais j'ai pas atteint cet objectif. D'être à la retraite, dans ton cas, à 35 ans. Donc du Ouais. coup, moi je te pose la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu vivais à 35 ans sans travailler? Explique-nous un petit peu ce rêve fou que tu as Alors, réalisé. c'est un truc de gamin, comme quoi il faut croire en ses rêves. Après, les rêves sont discutables, mais on y reviendra. Effectivement, j'avais un grand truc, c'était de dire j'arrête de bosser à 35 ans. C'était mon grand truc. Alors évidemment, à chaque fois, on disait ouais, c'est n'importe quoi, tatati, tatata. Bref, mon objectif, c'était donc d'arrêter de travailler, de changer de vie à 35 ans. Et, comme par magie ou peu importe, à 35 ans, j'ai effectivement changé de vie. C'est-à-dire que quand je dis changer de vie, euh, je n'étais pas marié jusqu'à 35 ans. C'est-à-dire que j'étais célibataire endurci. J'avais pas envie de me marier d'ailleurs. Et j'ai consacré mon temps à bosser. Parce que c'était un de mes objectifs. Alors évidemment, j'avais plusieurs activités, j'étais aussi dans l'immobilier,
Et donc à 35 ans, j'ai réussi à faire ça. Alors comment ça se passe concrètement? Du jour au lendemain, vous avez plus besoin d'aller au bureau, plus besoin de faire travailler. Donc ça fait un choc parce que quand vous êtes conditionné pendant toutes ces années. Par contre, la chance que j'ai eue, c'est qu'à cette époque-là, j'ai rencontré celle qui allait devenir mon épouse. Donc ça m'a permis de changer de vie, ça m'a permis de changer de région, ça m'a permis de tout changer. Et puis pendant quelques temps, bien longtemps, on a profité. Alors profiter, c'est dire quoi? De faire ou de ne pas faire, d'aller à gauche, à droite, enfin de profiter de la vie, tout simplement. Et c'est une expérience très intéressante parce que souvent j'en parle dans les conférences. Si aujourd'hui, je dirais avec l'expérience, je ne referai pas cette expérience-là. Mais néanmoins, je suis content de l'avoir fait parce que lorsqu'à un moment donné, je commençais à tourner en rond, j'avais gardé un réseau, j'avais gardé des contacts, j'étais persuadé, quand je voulais, comme on dit en claquant des doigts, hop, ça repartait parce que je dis, t'es bon, t'as fait ci, t'as fait ça, etc. Et bien là, c'était une autre paire de manches. Ça a été beaucoup plus rock'n'roll. Donc moi, ce que je conseille aujourd'hui, mais encore une fois, ce n'est que par mon expérience, c'est de toujours continuer à faire quelque chose. Alors évidemment, on nous dit oui, mais la retraite à 62 ans, 64 ans, enfin peu importe. Ok, faites ce que vous voulez. Moi, je conseille, et encore une fois, dans mon univers, parce qu'évidemment, si j'étais sur le marteau-piqueur, je n'aurais pas la même pensée. Mais si vous êtes dans un métier, une activité qui vous permette de continuer, mais continuez. Parce que vous avez une valeur ajoutée exceptionnelle. Exceptionnelle. Et quand vous conjuguez cette valeur ajoutée exceptionnelle avec les jeunes qui ont une autre valeur, qui sont brillants, parce que on vit dans le même monde, mais on n'est pas dans le même monde. Mais quand on arrive à assembler ces deux-là, mais c'est de l'or marre. C'est clair, c'est clair. Je pense que c'est très important ce que tu dis, le côté complémentaire des Bien sûr. seniors et des juniors et la valeur qu'ont les seniors qui Bien est sûr, malheureusement les sous-évaluée. boîtes font une grande erreur, à mon sens, de virer les seniors. C'est-à-dire qu'on est considéré senior à partir de 45 ans maintenant. Donc, il faut bien prendre en considération que on va vous embaucher à 30 ans parce qu'on vous demande des expériences. Donc, vous aurez une vie allez, entre 25 et 30. Et à 45, vous dites, oh là, senior, senior, oh là, tu nous coûtes cher. Dehors, on va reprendre un jeune. C'est un non-sens. C'est un C'est non-sens clair, c'est clair. pour la Et c'est transmission, vrai, tout un tas de choses. c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, on a cette liberté, on peut même imaginer de passer un temps partiel et puis Bien sûr. d'avoir une activité. En fait, c'est pas une question ni d'âge ni financière, mais de continuer à faire des choses qui apportent du sens, parce que quelqu'un pourrait très bien partir à la retraite à, je sais pas, à 55 ans même définitivement, Oui, mais il s'occupe en faisant du bénévolat, en faisant des choses qui oui, lui plaisent. oui, il y L'important, en c'est de a. faire quelque chose, en fait, quoi. Oui, oui, il y en a. C'est-à-dire, je dirais, rester toujours dans le mouvement, C'est ça. rester dans l'action et d'aller vers l'autre. Parce que Mhm, vous mhm. pouvez me dire, oui, maintenant je fais du mouvement, je fais le golf, après je pars en voyage, après ci, après ça. Très bien, c'est sympathique. Mais au bout d'un moment, vous tournez en rond. Or, on sait que l'être humain a besoin d'aller vers l'autre, a besoin de rendre service, a besoin de faire des actions. Sinon, c'est plat, quoi. Clairement, clairement. Je suis persuadé que voilà, s'occuper de soi, c'est important, mais ce qui nous rend heureux, c'est de s'intéresser aux autres Bien sûr. et donc avoir des activités qui ont un lien avec le fait d'aider autrui, d'avoir des connexions avec autrui, ça, je suis Ah persuadé. oui. C'est intéressant, merci beaucoup François de partager tout ça, ça a vraiment beaucoup de valeur. On peut parler peut-être du début des années 2000 où tu as créé Motivation Première, je crois que c'est Oui. ce nom. Ouais. C'est une activité d'accompagnement. Pourquoi tu as choisi ce genre d'activité? Qu'est-ce que tu fais concrètement? Juste pour avoir une idée de ce que tu fais Oui, oui, maintenant, tout à justement. fait. Alors, c'est très simple, effectivement, au début des années 2000, je me suis dit, bon, j'avais déjà une certaine expérience de vie, j'avais réfléchi parce que il y a une chose qui est importante à comprendre dans mon parcours, je me suis toujours intéressé au fonctionnement de l'être humain, non pas à moi en tant que nombrilisme, mais au fonctionnement de l'être humain. Parce qu'il est important de connaître le fonctionnement de l'être humain, parce qu'encore une fois, quand vous êtes dans mon activité de commerce, il fallait que je comprenne rapidement ce que l'autre avait besoin. Donc, savoir comment il fonctionne. Et étant donné que je me suis intéressé à tout cela, alors de différentes manières, hein, par des lectures, par des stages, par une réflexion personnelle, par des expériences personnelles, fruit de toutes mes expériences, je me suis dit, mais je pourrais en faire une méthode, une manière d'être utile.
Et puis, j'ai commencé un peu par le réseau, des personnes que je connaissais, puis il y a eu des sportifs. Et ce qui est intéressant avec des sportifs, c'est qu'on peut, grâce à une performance, on peut déterminer si ce que je lui amène va lui servir. Parce qu'il y a une performance, il y a un chrono, etc. Donc j'ai accompagné différents sportifs dans différents domaines, hein, parce que je ne suis pas capable de conseiller un nageur, un golfeur, un footeux, etc. Eux savent le faire. Par contre, j'ai la prétention de dire, je sais ce qui se passe là-dedans, dans la tête, et je sais que même le sportif, le meilleur sportif, hein, je ne parle pas du sportif du dimanche, mais le meilleur sportif, il a tout autour de lui les meilleurs. Le coach alimentaire, le coach sportif, les conseillers, etc., etc. À l'époque, ça ne se faisait pas trop, maintenant, on en parle de plus en plus. Eh bien, j'ai la prétention de dire, voilà, je vais lui permettre de dépasser ce fameux plafond de verre et d'aller au-dessus de cela. Et d'amener de nouvelles performances parce qu'il va se connaître, il va mieux se connaître. Et ça va aider à la fois son coach, parce que je ne suis pas là pour prendre la place du coach, encore une fois, j'amène une valeur ajoutée qu'ils n'ont pas, ils ne peuvent pas avoir. Donc de ce fait, le coach est content, le sportif est content, l'équipe, les sponsors, etc., etc. Et de là, évidemment, ça s'est ébruité un peu. Et donc j'ai eu des personnes qui sont venues me consulter, qui étaient dans le domaine entrepreneurial, affaires, dirigeants, etc., etc. Donc c'est pour ça que j'ai appelé ça motivation première, parce que c'est la motivation. Et puis au fur et à mesure, à l'époque j'en parlais, mais on ne me prenait pas au sérieux. Je dis attention, dans les sportifs de haut niveau, il y a également il y a du burn-out. Et ça c'était tabou, on n'en parlait pas. Aujourd'hui ça sort depuis 5 ans, 10 ans, 5 ans. On commence à avoir des articles un peu de partout qui reconnaissent effectivement qu'il y a des burn-out, etc. Donc voilà, et c'est pour ça que j'ai fait ce parcours-là, que j'ai lancé Motivation Première, sachant que j'étais toujours dans le domaine entrepreneurial. C'est-à-dire que je menais de front, j'ai toujours mené de front plusieurs activités. Ok, ok. C'est clair, il y a clairement ce point commun entre les sportifs qui soient de haut niveau ou pas, ou les sportifs qui font du sport de façon intense, et les entrepreneurs. C'est l'importance de la force mentale, en fait, du mindset, on peut C'est ça? l'appeler différemment. Si toi, tu devais définir ce qu'est la force mentale, d'ailleurs, je me demande comment ça fonctionne. C'est des entretiens que tu as avec ces personnes, tu leur poses des questions un peu comme un coach, et puis c'est quoi en fait le préparateur mental ou ton travail Alors, très, très alors, concrètement? alors, j'ai plusieurs réponses à te donner dans tout ça. Parce Vas-y, que, vas-y. bon, préparateur mental, je ne peux pas dire je suis officiellement préparateur mental parce que il y a des personnes qui sont certifiées pour cela, qui suivent des études, etc. C'est comme coach, tu as parlé de coach, je ne suis pas coach parce que c'est pareil. Je ne peux pas dire que je suis coach puisqu'aujourd'hui il y a des certifications, il y a même des cursus. Donc j'emploierai pas ce mot, surtout qu'à l'époque, côté entrepreneurial, j'étais un peu un précurseur. J'avais monté une plateforme de coaching par téléphone. Parce que je me suis dit, il y a des coachs un peu de partout, mais ils sont isolés. Si je centralise tout ça afin que la personne puisse nous contacter, choisisse son coach, etc., j'ai donc monté une plateforme de coaching. Et c'est là où je me suis aperçu, c'est que moi, je me suis dit, bon, allez, les coachs venaient, donc je faisais les sélections. Et puis j'avais donc fait la sélection. Et puis certains me disent, oh là, mais attends, moi je suis coach certifié, attention les garçons, hein, je ne vais pas me mélanger avec lui, lui c'est un expert, ou lui il n'est pas certifié. Et c'est là où ça m'a éveillé, je dis, oh là là, oui effectivement. Parce qu'aujourd'hui, et je peux le comprendre, vous avez par exemple des entreprises qui ne veulent travailler qu'avec des coachs certifiés, pour tout un tas de raisons. D'autres, ça leur est égal. Donc, la notion pour moi est importante. Donc, je ne suis pas coach, je suis ni thérapeute ni médecin, même si je travaille avec certains. Simplement, moi, j'amène, je dirais, mon expérience, j'amène une méthodologie qui est bien particulière, et pour répondre à la question, eh bien, les personnes viennent vers moi et je leur explique ce dont ils ont besoin. Et là où je peux les emmener. Et d'une manière, on va dire, relativement rapidement, pour les accompagner et les élever. Parce que l'objectif, c'est d'élever la personne. C'est, comment dirais-je, si vous avez par exemple une famille, si vous avez des enfants, bon, on va élever ses enfants, on est bien d'accord. Ça veut dire quoi élever? On va leur donner la meilleure éducation, le meilleur de ce que l'on pense pour l'élever, l'enfant, dans les meilleures conditions.
Je ne vais pas apporter une éducation à mes clients. J'apporte simplement le fait de pouvoir les élever, les sortir de la condition dans laquelle ils se sont enfermés d'une manière volontaire ou involontaire et de les faire monter pour qu'ils s'élèvent. Comme un sportif va s'élever parce qu'il aura de meilleures performances, un dirigeant va être meilleur dans son travail, ou ça peut être Madame Michu qui n'en peut plus, ou simplement une maman parce que sachez que les mamans ont des burn-out. Mhm. Parce que on sait aussi, statistiquement c'est prouvé, que les femmes, vous êtes championnes du monde de la charge mentale. Mhm. Comment ça se fait? C'est normal, vous en faites plus que nous les garçons. Nous on a le beau rôle. D'accord? Vous vous occupez de la maison, vous vous occupez des enfants, vous avez une vie professionnelle, vous avez une vie sociale. Donc vous portez beaucoup. Mhm. Mhm. Donc, Et donc, dans ta méthode, que ce soit une maman, un sportif de haut niveau, un entrepreneur, c'est quoi? C'est changer des histoires qu'on se raconte via des questions que tu vas leur poser, ou c'est des choses à se dire dans des situations précises? Je sais pas, je suis en train de courir mon marathon et tac, je pense à ce qu'on s'est raconté. Très concrètement, c'est quoi? non, c'est pas. Ça serait sympathique, ça pourrait s'apparenter à la méthode Coué, ce brave pharmacien qui a fait quelque chose de bien d'ailleurs, qui va sur le côté positif, mais c'est pas suffisant. Non, déjà, la première des choses, lorsque j'accompagne une personne, et pour moi c'est la base, c'est d'alléger la personne. Si on n'allège pas une personne, ça ne va pas. Je vous donne un Ah, exemple très simple. Alléger, ça veut dire retirer la charge mentale, c'est ça? Oui, Ou ça veut dire simplifier son... retirer tout ce qui vous pèse. Ok. Alors, l'exemple très parlant, vous achetez un ordinateur, vous achetez un téléphone. Il est bien, il est rapide, il est formidable, etc. Vous allez bosser 1 an, 2 ans avec. Et puis, au bout d'un moment, vous allez dire, mais il rame. Il rame pourquoi? Parce qu'il y a trop de dossiers. Ah bon? Oui, il y a des dossiers. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va appeler un spécialiste déjà pour regarder dans l'ordinateur. Donc, le spécialiste, il va retirer déjà tous les virus, si vous n'avez pas de programme antivirus, mais il y en a toujours qui se cachent. Et puis, il va faire en sorte de peut-être vous montrer qu'il y a des dossiers qui sont lourds, des dossiers que vous avez oubliés. Vous savez, des gros dossiers qui servent à rien. Puis d'un coup, vous dites, ah, mais oui, mais pourquoi j'ai ça? Donc, 2 cas de figure. Soit vous les supprimez, soit vous dites non, j'ai besoin de les garder. Donc, vous allez les mettre dans un cloud. C'est exactement ce qui se passe pour le téléphone. Et à partir de ce moment-là, vous allez retrouver de la mémoire vive. Vous allez retrouver une capacité qui fait que l'ordinateur ou le téléphone va à nouveau bien fonctionner. Parce que si votre téléphone il est saturé de dossiers, de photos, de vidéos, les mises à jour ne pourront même plus se faire. L'être humain il est pareil. C'est-à-dire que chaque être humain est un réceptacle de toutes ses expériences passées, de ses éducations, de ses moralités, de ce que les parents, grands-parents ont transmis. Donc tout ça, ça fait un boubli-boulga que chacun porte le mieux possible. Mais il arrive à un moment où on n'en peut plus, parce que c'est lourd. Donc l'expression j'en ai plein le dos, évidemment, porter des sacs à dos. Et comme je le dis bien souvent, la bonne nouvelle c'est qu'aujourd'hui les valises sont à roulettes, donc c'est plus simple pour tirer les valises. Mais ça pèse. Donc l'objectif c'est quoi? C'est de vous alléger. Eh bien j'ai mis en place une méthodologie dont effectivement j'ai le secret, donc je suis tranquille de ce côté-là, mais qui permet instantanément d'alléger, ou quasi instantanément, parce que certains vont dire mais comment est-ce possible? Mais encore une fois, on n'a pas de temps à perdre, parce que moi, les personnes qui viennent me consulter veulent du résultat. Ils ne viennent pas pour que je leur raconte une belle histoire, sinon ils vont acheter des bouquins. Donc ils veulent du résultat. Et quand j'annonce à une personne, je dis, ok, au terme de la première consultation, il y a plein de choses qui vont changer, concrètement, c'est vérifiable. Donc je l'ai fait avec des sportifs au début parce qu'il y avait des mesures, etc. Mais là, aujourd'hui, avec des personnes qui ont on va dire, qui ont des responsabilités, qui ont des charges, etc., eh bien, l'objectif, c'est de les décharger. Et puis à partir du moment où, déjà, on retire tout ça, à ce moment-là, j'ai mis en place un certain nombre de méthodologies qui va permettre de, à la fois jouer sur le cerveau, jouer sur le comportement, pour débloquer les situations. Ok, ok, ok. Donc d'une pierre deux coups, parce que d'une part, on va éviter la surcharge qui pourrait mener à un burn-out, par exemple, Bien sûr. et d'autre part, on va atteindre des objectifs concrets qu'on s'est fixés, qu'on définit ensemble. Oui, c'est Ah, ça. c'est vraiment intéressant. Puis là, je vois maintenant le lien dans ton parcours. Tu disais, tu t'es beaucoup intéressé à l'humain, Oui. aux sciences comportementales, si j'ose dire, ou le fonctionnement du cerveau, si on veut dire, comment
Ça me fait penser à la question suivante. Souvent, je recommande la lecture pour ceux qui se lancent ou qui se sont jamais intéressés à ça, au livre de Dale Carnegie. En français, c'est comment 1936, je crois. Hein, comment se faire des amis. Le titre un peu Oui, bizarre en oui, français, oui, mais oui, oui, voilà. c'est un grand classique. Ou il y a un autre aussi plus récent, 1986, il me semble, de Robert Cialdini sur l'influence, la persuasion. Au-delà de ces deux livres qui sont de grands classiques, Oui. est-ce que tu as un ou deux titres à nous donner pour mieux comprendre la nature humaine et donc mieux se comprendre soi-même? Euh, T'as pas le droit de tricher en mentionnant tes livres. Non, 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 c'est pas ça du tout. Non, mais il y a des bouquins qui sont intéressants, que moi j'aime beaucoup, tout au moins. C'est aller chercher des bouquins de ceux qui ont, à vos yeux, réussi. Et aller lire leur autobiographie. Et là, vous Ok, allez apprendre beaucoup. ok. Parce Donc ça que, peut être, pour faire un cliché, Steve Jobs, ce genre oui, de... Voilà, oui, ouais. oui, allez chercher alors dans des univers qui vous plaisent. Mais et amusez-vous. Alors, prendre le bouquin et c'est peut-être noter un mot, une phrase. C'est un truc qui va faire tilt. Moi, à l'époque, ça me fait penser quand j'avais pas cette culture de faire comme ça. Il y avait une revue qui n'existe plus, qui s'appelait, je crois, Job Pratique, quelque chose comme ça. C'était une revue qui paraissait et qui donnait comment se lancer avec un prévisionnel, avec ci, avec ça. Mais j'ai passé des nuits et des nuits à bosser là-dessus, à tout éplucher, etc. Ça correspondait à une époque. Aujourd'hui, c'est différent. Donc moi, je serais vous, je dirais, intéressez-vous à des personnes ont réussi à vos yeux, dans différents domaines. Mais il y a des sportifs, il y a des dirigeants, il y a dans le domaine de la finance, dans la tech. Ça va vous donner une culture. Intéressez-vous à des personnes, à des millionnaires, à des milliardaires. C'est ça qui est intéressant, parce que ils ont une manière de penser, un état d'esprit qui est différent de monsieur et madame tout le monde. C'est pour ça qu'ils sont là où ils sont. Donc en lisant ces lectures, bah, quelque part, ça va vous élever. Parce que l'objectif, il est là. Hein. Ça me semble un très très bon conseil, plein de bon sens. C'est vrai qu'avec un livre qui coûte 10, 20 francs, on peut avoir une partie du Bien cerveau, du sûr, mindset bien d'une sûr. personne qui va nous apporter beaucoup. Puisqu'on parle de livres, alors on est bien d'accord, tous ceux qui sont habitués à nos épisodes le savent, on n'est pas du tout là pour mettre excessivement une personne en avant, mais il se trouve que toi tu es auteur. Est-ce que tu peux juste nous dire le titre des livres que tu as co-rédigé ou Oui, rédigé? oui, je peux. Alors, je peux vous donner. Alors, j'ai publié il y a au moins 20 ans. J'ai publié un livre qui s'appelait Les meilleures astuces pour réussir sa vie. Le titre était un peu présomptueux, mais est très intéressant. Moi, j'ai toujours eu des bons retours. Alors, aujourd'hui, il faut le trouver parce qu'au bout de 20 ans, il faut le trouver. Il est intéressant parce que déjà à l'époque, j'avais cet état d'esprit de donner des conseils et des clés. Et dans ce livre, il y a, je crois, une quarantaine. J'aborde plein de sujets différents, justement pour réussir sa vie. Et donc ça, c'était un premier livre. Ensuite, j'ai fait d'autres livres. J'ai participé à d'autres livres. Je les ai plus en tête. Et si certains m'écoutent, je suis confus pour eux. Mais j'ai participé à plein d'autres livres. Et puis ensuite, j'ai coécrit avec le docteur Ali Afjdi, qui est médecin urgentiste et médecin de catastrophe naturelle. On le voit très souvent sur les plateaux télé. Et j'ai coécrit avec le docteur Alain Delabo. Docteur Alain Delabo, c'est un médecin nutritionniste qui a sorti une méthode qui est très connue, ça s'appelle la chrononutrition, depuis 20 ans. Et avec lui, donc, nous avons coécrit ce livre. Je l'ai d'ailleurs sorti de son burn-out, il le dit officiellement sur sa chaîne, parce qu'il a une chaîne YouTube avec laquelle je participe souvent. Donc on a coécrit un livre qui s'appelle Burn-out, le vrai du faux. C'est un livre, on l'a sorti il y a 6 ans, pour dire qu'on n'a pas attendu maintenant. 6 ans et on a voulu faire un livre qui soit très simple. C'est pas un livre technique, c'est pas un livre scientifique, c'est un livre dans lequel on donne des conseils de prévention déjà, on explique un certain nombre de choses et chacun de nous donnons 5 conseils. Donc, je ne peux vous inciter, je ne dirais même pas à l'acheter parce que je ne sais pas s'il est encore disponible. Par contre, si vous le voulez, ou on pourra mettre le lien, ce livre existe en version audio. Si vous êtes connecté sur Spotify, Deezer, etc., etc., et il est traduit en 15 langues. Donc c'est accessible et c'est gratuit. Et puis, vous me demandez sur les réseaux si vous êtes sur LinkedIn. Et puis, on a un autre livre qui va sortir là dans, je sais pas, 2, 3 mois, sur l'état d'esprit.
sur l'état d'esprit parce que l'état d'esprit pour moi est fondamental. Et on a donc coécrit avec deux autres auteurs, donc mon fameux docteur bien-aimé avec lequel on fait beaucoup de vidéos aussi, qui s'appelle donc Docteur Ali FGI, et avec un autre auteur qui lui est dans un autre univers, qui est un ancien magistrat, qui s'appelle Jean-Philippe de Guérat. Et on a donné chacun notre point de vue sur l'état d'esprit. Voilà. Excellent. Bon, merci de partager ça, en plus des ressources gratuites. Maintenant, si on regarde aussi d'un point de vue entrepreneur, alors c'est clair que toi, tu as fait tu aimes partager, ça se voit, hein, tu aimes partager la transmission, on en a parlé en off, c'est pour ça que tu donnes de ton temps aussi pour cet épisode, et merci encore François. Mine de rien, quand on devient auteur, quand on passe à la radio, tu es chroniqueur à la radio, sur Radio Lac, ça nous donne aussi une certaine, qu'on le veuille ou pas, une certaine autorité, une visibilité. La question pour toi, et en pensant aux entrepreneurs qui nous écoutent, c'est quel impact ça a sur le business en fait, de commencer à écrire un livre, de publier, de passer à la radio, concrètement? Je dirais que c'est une excellente question. Je peux que vous conseiller de faire un livre. Quand je dis faire un livre, de rédiger un livre. Et je suis très bien passé pour le savoir, puisque j'ai été dans l'édition, j'ai fondé des boîtes d'édition pendant 15 ans et que j'ai dirigé. Donc je connais l'envers du décor, l'édition est un univers très particulier. Mais néanmoins, ce que je conseille même aujourd'hui aux personnes que j'accompagne, si vous avez une histoire, racontez-la. Si vous avez une légitimité, racontez-la. Parce que de faire un livre, c'est un plus et ça vous sert en termes de rayonnement. Je m'explique. Si vous regardez, tous les politiques font des livres. Pourquoi font-ils des livres? C'est pas pour passer leurs idées, parce qu'ils ont suffisamment. C'est parce que quand vous faites un livre, à condition bien sûr d'avoir une notoriété, quand vous faites un livre, vous passez dans les médias plus facilement. Quand vous faites un livre, vous serez beaucoup plus facilement invité à une conférence, à une table ronde, à une dédicace, parce que vous avez une légitimité. Le livre vous amène une légitimité. Ça paraît étonnant, mais c'est ainsi. Après, ne vous attachez pas au nombre de ventes. Ça vous amène une ouverture. Donc, rédigez un livre, surtout que c'est beaucoup plus facile aujourd'hui. Donc, le livre est intéressant, à condition, bien sûr, que vous ayez quelque chose à raconter, bien sûr. Donc, intéressant. À l'époque, c'était la carte de visite. Ensuite, c'est le livre qui est bien. Le fait de passer à la télévision, le fait de passer à la radio, c'est un plus. Parce que à l'époque, d'ailleurs, je me souviens avoir fait des livres comme ça, quand on m'a vu à la télévision, ça donnait une crédibilité. Aujourd'hui, c'est un peu différent parce que la télévision a perdu de son attrait. On n'est plus sur les réseaux, sur YouTube. Mais c'est important. À condition que vous sachiez vous en servir. Parce que si vous avez un bouquin et que vous n'en parlez pas, qui ne vous sert pas, moi je peux vous dire qu'aujourd'hui notre livre Burnout, le vrai du faux, continue à être utile, à servir et me permet de continuer à parler du sujet et facilement. Les autres aussi, d'être chroniqueur à la radio, oui bien sûr que c'est un plus, parce que vous avez une audience. Et parce qu'en plus de ça, vous avez la possibilité aujourd'hui avec les podcasts, donc rien ne se perd. Donc ça vous amène du contenu, à condition bien sûr que vous ayez quelque chose à dire. On continue donc à s'adresser à nos entrepreneurs qui sont là, et une des difficultés qu'on ait une équipe ou pas, mais quand on doit entreprendre, on doit prendre des décisions. Finalement, l'entrepreneur, comme tu l'as dit tout à l'heure, il résout des problèmes, et comment il les résout? En tranchant, en prenant des décisions. Comment tu fais toi, François, pour prendre des décisions avec clarté? Petite interruption pour préciser que dans mon cas, la question de la clarté stratégique, la question du passage massif à l'action, ce sont les deux éléments qui m'ont fait le plus progresser dans mes business. Littéralement, briser des plafonds de verre. Pourtant, j'ai créé ma première boîte en 98, la boîte que j'ai actuellement en 2000, mais ces 2-3 ans, grâce au groupe Mastermind, j'ai pu avancer sur ces deux éléments fondamentaux, la clarté et le passage massif à l'action. Si ça t'intéresse de comprendre de quoi il s'agit, comment ça fonctionne, je t'invite à aller sur cartonnet.com. Là, tu cherches la rubrique Mastermind
et tu verras comment peut-être aussi pour toi, ça peut te permettre de progresser dans tes propres business. Ben, tous les jours, je nettoie mes carreaux. Et comme ça, je vois clair à travers mes carreaux. C'est tout simplement ça, avec humour. Ça veut dire que si vous êtes dans le brouillard, si vous avez la tête prise, comment voulez-vous prendre de bonnes décisions? Si vous voulez regarder, vous êtes à l'intérieur, vous voulez regarder à l'extérieur, mais que la vitre est sale, vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont. Et Donc, ce comment on que je nettoie les conseille, carreaux alors? pardon? Comment on nettoie les carreaux? Bah, tu prends un chiffon et puis un produit, tu nettoies les carreaux. Magnifique. Non, c'est essayer, essayer de vous simplifier la vie. Simplifiez-vous la vie. La vie, elle est simple. Simplement, l'humain, il a tendance à se la compliquer. Donc, faites les choses simplement. Fuyez tout ce qui est compliqué, déjà. Et puis, ça nécessite évidemment de, de vous libérer sur un plan mental. Si vous êtes branché non-stop sur Radio Mental qui va tourner non-stop 24 heures sur 24, c'est fatigant, c'est épuisant. Privilégiez, encore une fois, c'est basique ce que je vais vous dire, mais c'est hyper important. Privilégiez une bonne qualité de sommeil. Dormez, parce que aujourd'hui, vous voyez un peu de partout en disant, bon, réveillez-vous plus tôt, couchez-vous plus tard, dormir, c'est perdre du temps. Non, non, non. Pensez que vous avez une machine qui est le corps humain, qui est une machine absolument incroyable, mais qu'il est nécessaire de l'entretenir. Vous êtes capable d'entretenir votre voiture, votre ordinateur, vos biens immobiliers, mais vous devez vous entretenir, vous devez prendre soin de vous. Ce qui veut donc dire que ça passe par le sommeil. Ce qui veut donc dire aussi que ça passe par l'alimentation. C'est pour ça que dans notre livre Burnout, le vrai du faux, j'ai demandé au docteur Alain Delabo, qui est nutritionniste, d'intervenir, parce que la partie nutritive est importante. Et c'est d'être vigilant par rapport à ce quoi vous mangez. C'est d'éviter tout ce qui est mauvaise nourriture, c'est-à-dire toute la nourriture qui est préparée, junk food, etc. etc. C'est de revenir à des choses simples, encore une fois. Parce que on peut manger des produits simples et sains qui vont vous faire du bien. On dit bien un esprit sain dans un corps sain et inversement. Donc privilégiez la nourriture de qualité, privilégiez également un environnement de qualité. Si vous êtes dans un environnement qui est bruyant, qui est pénible, qui vous prend la tête, si vous êtes entouré de personnes qui sont négatives, c'est-à-dire qui vous pourrissent la vie, ces gens-là ne pourront que vous faire baisser, ne pourront pas vous faire monter. Donc, ça fait partie pour avoir je dirais, une clarté, une vision. Entourez-vous de belles choses. Alors, belles choses, ça ne veut pas dire des œuvres d'art, mais vous pouvez, la nature est belle, vous pouvez vous connecter à tout ce qui est beau, tout ce qui est beau, tout ce qui est bon. Mais si vous êtes à tendance à être sur les réseaux sociaux, à aller vous brancher sur tous les malheurs qui se passent dans le monde, et Dieu sait qu'il y en a, eh bien, vous serez nourri par tout cela. Donc, soyez vigilants. Donc, si vous respectez ça, c'est du bon sens, hein. Si vous respectez cela, vous serez bon et vous irez dans le bon sens. Sinon, vous allez dans le mauvais sens. Il n'y a pas d'autre choix. Tu as raison, c'est du bon sens et c'est fou à quel point les basiques sont des vérités fondamentales éternelles, mais on pourrait des fois ne pas se rendre compte que notre vie est trop compliquée, ne pas se rendre compte qu'on fait pas assez de mouvements, ne pas se rendre compte qu'on ne mange pas assez bien, qu'on est mal entouré, qu'il y a des relations toxiques. On pourrait ne pas s'en rendre compte. Donc, mais c'est intéressant que tu réponds comme ça à la question sur la clarté stratégique. Et comment tu fais toi, c'est peut-être la même réponse, je ne sais pas, hein. Comment tu fais toi pour sortir la tête du guidon, prendre du recul et t'apercevoir de ce que des angles morts en fait. Vu que tu es seul, comment tu fais? Bonne question. Alors déjà, je suis pas Superman, donc ça m'arrive également de me prendre la tête dans le seau, la tête dans le sac, mais ça c'est pas gênant parce que ça fait partie des aléas. Le tout c'est d'en sortir. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est d'avoir cette capacité de rebond. C'est-à-dire, oh ça va pas bien, bon je sors, je trouve le moyen de faire autrement. Il y a une chose qui est importante et qu'on n'a pas parlé et qu'on retrouve chez les sportifs de haut niveau, qu'on retrouve dans bien des domaines et même dans ceux qui ont réussi dans les affaires, c'est la discipline.
C'est-à-dire qu'il est nécessaire de mettre en place une discipline. Et je ne veux pas vous dire vous devez être discipliné, mais je vous incite à être discipliné. Alors c'est pas la discipline comme on a pu connaître à l'armée haute, c'est d'avoir une discipline dans votre journée, de savoir ce qui est bon pour vous et ce qui n'est pas bon pour vous. Et c'est vrai que j'ai une chance par rapport à certains, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais du burn-out que j'ai eu, j'ai récupéré, entre guillemets, j'ai récupéré le fait d'être diabétique. Donc, vous savez que les maladies, même si je ne considère pas ça vraiment comme une maladie, mais les aléas de la vie, les maladies peuvent venir par rapport à un choc émotionnel. Donc, burn-out, choc émotionnel, j'ai récupéré ce diabète, donc je l'ai, on vit ensemble, plutôt bien d'ailleurs, depuis 25 ans ou 30 ans, je ne sais plus. Et alors pourquoi je dis ça? Parce que c'est toujours pareil, si demain vous avez cela ou vous avez autre chose, eh bien, vous avez deux cas de figure. Soit vous allez subir, soit vous allez vous en servir et vous allez reprendre le lead dessus. Je m'explique. Diabétique, c'est contraignant parce que vous devez être vigilant. Vigilant par rapport à ce que vous mangez, ce que vous faites, etc. Donc la bonne nouvelle, c'est que ça m'a permis de développer, de travailler la volonté. La volonté, ça veut dire de résister, par exemple, à la galette des rois qui est là devant moi. Dire, ok, si j'en mange, ok, je sais ce qui va se passer, ça me fait monter la glycémie. C'est pas dramatique parce que je peux me remettre de l'insuline. Oui, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Et si jamais j'en mange, ok, qu'est-ce que je peux faire pour faire baisser la glycémie? Ça veut dire que je vais aller faire une activité sportive, marcher, etc., etc. Donc, ce que je vous incite à faire, quel que soit ce qui vous arrive dans la vie, parce que personne n'est à l'abri de quoi que ce soit, c'est d'en faire une force, c'est d'en faire un levier. Donc ça vous amène la discipline également, c'est-à-dire de mieux vous connaître. Encore une fois, tout est là. Moi, chacune des personnes que j'accompagne, je dis, mais l'objectif, c'est de mieux vous connaître. Parce que vous ne vous connaissez pas. Vous savez peut-être comment faire marcher votre ordinateur, votre téléphone, et encore. Moi, j'ai un téléphone, mais je suis bené, c'est-à-dire que je l'exploite peut-être à 50% de ses capacités, et encore. Donc vous imaginez bien que l'être humain, soi-même, ça reste un grand mystère. Parce que on est dans un corps qui est formidable. Donc, apprenez à connaître votre corps, apprenez à vous discipliner, parce que la discipline, tous, hein, tous les sportifs, enfin tous les sportifs que j'ai connus, mais tous les jours, ils allaient à l'entraînement, qu'il pleuve, qu'il neige et qu'il vente. Et je me souviens un sportif, je ne dirais pas dans quel univers, mais qui était très connu, qui un jour me dit, oh, j'ai plus envie, moi, l'entraînement, etc. Je dis, mais attends, tu vois combien tu es payé pour jouer? Parce que les sportifs, c'est du jeu. Je dis, tu vois combien tu es payé pour taper dans un ballon? Et tu me dis que tu n'as plus la motivation, tu n'as pas le marteau-piqueur. Donc, ça aussi, jouer est important. Enfin, il y a plein de choses qui sont importantes. Mais la discipline. Merci François. Voilà, donc habitude qui amène la motivation, c'est un cercle vertueux en fait. Habitude, motivation, motivation, habitude, excellent. Voilà. Ça vous amène une motivation parce que ça va vous faire du bien et que quelque part votre corps dit mais attends, on y va. Et comme ça vous fait du bien, bah oui effectivement, pourquoi je ne vais pas le faire? Cherchez votre intérêt. Excellent. Merci beaucoup François. Est-ce qu'en tant qu'entrepreneur ou en tant qu'humain tout simplement, tu partages l'idée que la chose la plus précieuse qu'on a, alors au-delà des gens qu'on aime, hein, des relations avec les gens qu'on aime, c'est notre temps? Oui, le temps est bien sûr. J'aime à dire prenez le temps, sinon c'est le temps qui vous prend. Hein. C'est ça. Donc et le temps est un présent, et si c'est un présent, c'est vivez le temps présent. Magnifique. C'est aussi simple que ça. On a tous le choix, soit de vivre dans le passé, mais je dirais que le passé n'existe plus, ou qu'il est dépassé. Vivre dans le futur, on ne sait pas ce qui peut se passer, hein. On ne sait pas si tout à l'heure on sera encore en vie. Donc faire des plans sur projection sur la bien long terme, je ne suis pas convaincu. Donc qu'est-ce qui nous reste? Le temps présent. Le temps présent, c'est quoi? C'est d'être ensemble, c'est de partager ce moment, c'est de vivre ce moment. Parce que si je suis en train de vous parler en pensant à ce que je vais faire tout à l'heure ou demain, c'est pas la même chose, c'est pas la même intensité. En étant dans le temps présent, vous vivez le présent. C'est ça qui est important. Et ça, j'ai rien inventé. Hein. Je crois que c'est comment il s'appelle, Edgar Tolle qui le disait, vive le moment présent. Et puis tous les grands sages, etc.
C'est ça le plus important. C'est le présent. Je crois d'ailleurs, dans une des chroniques radio que j'ai fait, pour décembre, je disais que le plus beau des présents, c'est d'être présent. Présent quoi? C'est d'être présent avec la famille, avec les amis. D'ailleurs, on le dit bien souvent, pour des personnes qui travaillent, parce qu'on pourrait parler d'équilibre vie pro, vie privée, c'est prenez le temps que vous êtes en famille pour être vraiment présent. Mais si vous êtes en famille et que vous passez votre téléphone, vous passez votre temps au téléphone pour faire autre chose, ça rime à rien. C'est clair et c'est un véritable piège pour les entrepreneurs de... Parce qu'en fait, quand on est salarié, quoi qu'il arrive, on vend notre temps contre un salaire, souvent. Alors, ok, il y a des jobs où on vend la performance, mais en général, 8 heures par jour, en contrepartie, j'ai un salaire. Quand on est entrepreneur, on pourrait en fait, en optimisant son temps, gagner 10 fois plus en travaillant 3 fois moins, ou le contraire, il y a des entrepreneurs qui calculent leur taux horaire et disent quoi, je travaille autant pour gagner de temps. En fait, le temps, c'est fondamental et plein ont ce problème, surtout avec les jobs d'aujourd'hui devant un ordinateur, réseaux sociaux, email, téléphone, interruption. Tu dis quoi, j'ai passé ma journée, j'ai rien fait aujourd'hui. Est-ce que toi, tu as une astuce pour bien gérer son temps lorsqu'on est à son compte? Alors, après, c'est personnel à chacun, mais essayez de segmenter votre journée. C'est-à-dire, bon, voilà, je réserve maintenant cette première partie de la journée à faire mes rendez-vous téléphoniques, après cette autre partie à faire des mails ou une autre partie à faire de la prospection. On sait que le matin, on est plus productif, entre guillemets, plus alerte. Moi, je sais que je reçois les clients que j'accompagne, je les prends de préférence le matin et on démarre très tôt, on démarre à partir de 6 heures. Et c'est bien comme ça. Après, le reste de l'après-midi, je fais autre chose. Je m'arrange. C'est à vous à trouver le bon compromis, ce qui vous convient. Vous n'allez pas trouver du premier coup. Après, vous avez plein d'autres méthodes qui vont dire mais pour gérer son temps, il faut appliquer la méthode X, Y ou Z. C'est à vous de trouver la bonne méthode. Alors, vous pouvez prendre une méthode, vous l'approprier et vous en servir, mais c'est à vous de faire des choix. Je dirais, apprenez à vous connaître et apprenez à savoir ce qui est bon pour vous. Et regardez, bon, là je perds du temps, est-ce que c'est vraiment bon? Regardez toujours, posez-vous la question de dire, qu'est-ce que ça m'apporte? Est-ce que c'est bon pour moi? Parce que vous êtes la personne la plus importante, on est bien d'accord. Donc, qu'est-ce que ça m'apporte? Quel est mon intérêt? Est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Voilà, c'est comme ça que vous apprenez. Merci de partager aussi ça très, très concrètement. On va gentiment s'approcher de la fin de l'interview, mais je ne sais pas si tu le sais ou pas. Gentiment, alors. Gentiment, ça c'est suisse. Mais on a toujours deux questions à la fin de l'interview que je vais te poser tout à l'heure. Juste avant de te les poser, j'aimerais te demander si quelqu'un aimerait entrer en contact avec toi, aimerait voilà, échanger avec toi. C'est quoi, c'est LinkedIn qui est mieux ou tu as un site web? Est-ce qu'on peut mettre les choses sous l'épisode? Oui, On peut... alors tu peux mettre effectivement, il y a un site internet qui est motivationpremière.com. Ok, Le plus simple, c'est venez me voir sur LinkedIn. ok. Il suffit de mettre le lien et vous me contactez en MP. Vous pouvez aussi me contacter, tu peux mettre le téléphone, j'ai le suisse et le français. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous pouvez aller aussi, j'ai une chaîne YouTube qu'on vient de lancer. Donc, Excellent. enfin, elle était existante depuis très longtemps, mais il n'y avait rien. Ok. Et puis, on me dit dernièrement, mais tu as fait plein de choses, tu publies souvent des vidéos, etc. Ok. Donc, on a regroupé, on est en train de regrouper toutes les vidéos. Donc, aujourd'hui, je crois qu'il doit y avoir 200 vidéos. Alors, donc, ne vous affolez pas s'il n'y a pas de vues, puisque c'est tout neuf, alors que certaines vidéos ont plusieurs années. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous pourrez constater que toutes ces années, il y a toujours il y a une ligne directrice qui est basée sur l'humain et qui est là pour élever l'humain de différentes manières. Et puis dans cette chaîne YouTube, il y a des interviews avec des personnalités, certaines sont décédées, d'autres connues, etc. Et vous allez apprendre plein de choses, voilà, des conseils, des côtés pratiques, etc. Merci aussi à ceux qui nous ont écoutés jusque-là. Les deux questions que je te pose, on pose en fait à tous nos invités. La première, François, c'est est-ce qu'il y a une expérience extraordinaire que tu n'as pas encore vécue, que tu aimerais bien vivre? Ça dépend ce que tu appelles expérience extraordinaire. C'est toi qui décides, pro, privé,
quelque chose que tu aimerais vraiment vivre une fois dans ta vie? Oui, il y a une chose, mais c'est pas extraordinaire parce que certains vont dire, mais c'est n'importe quoi, on l'a déjà fait. Il faut que je prenne le temps et le moment, parce que je voudrais le faire avec une personne, d'aller sauter en parachute. Voilà. Ah bah oui, Pour connaître ce que c'est que se lancer dans le vide, entre guillemets, enfin pour connaître la sensation. Alors si c'est ce que tu souhaites, je te souhaite de le faire. Et Merci. qui sait si peut-être suite à cet épisode, tu vas prendre ton téléphone et fixer rendez-vous, passer à l'action. Tout est possible. Et la dernière question pour toi, François, c'est finalement, c'est quoi le vrai succès dans la vie? Le vrai succès, la réponse qui m'est venue instantanément, c'est être soi et pouvoir le rayonner ainsi. Et c'est de ne pas dépendre du qu'en dira-t-on, des expériences, et puis c'est surtout d'être heureux, d'être en joie, et d'avoir une famille, des amis, d'être bien dans la vie, d'être heureux. Après, chacun va mettre les standards qu'il veut, mais c'est plus important. Et puis pour ma part, bah, c'est de pouvoir transmettre comme on fait là, parce que ça me paraît naturel et normal. François Michalon, merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir transmis tout ça, et je te dis à bientôt. Merci à toi qui as regardé cet épisode jusqu'au bout. On espère que tu as apprécié, que ça t'a apporté de la valeur. Peut-être ça va te faire réfléchir ou ça t'a apporté un déclic sur un sujet ou l'autre. Et maintenant, on t'invite à faire une de ces trois choses, de la plus simple à celle qui est la plus généreuse finalement. La première, et ça c'est clairement la base, c'est de liker cette vidéo et surtout de t'abonner. En t'abonnant et aussi en activant la cloche, tu as beaucoup plus de chances d'être averti lorsqu'on sort un prochain épisode. Et crois-moi, on en sort beaucoup et il y en a qui arrivent avec énormément de valeur. La deuxième chose qu'on t'invite à faire, bien entendu, c'est de penser à un ami, une personne à qui cette vidéo pourrait être utile, ce podcast pourrait lui apporter de la valeur. Tout simplement, tu appuies sur le bouton partager ou tu copies l'URL et tu lui envoies cette vidéo. Comme ça, la personne en question te sera infiniment reconnaissante et nous aussi, parce que ça nous aide à faire connaître la chaîne, faire connaître le podcast et donc ça nous encourage à continuer sur cette voie. La troisième chose qu'on t'invite à faire, attends, c'est quoi déjà? J'ai oublié. Ah ben non, mais c'est clair. Peut-être que pendant l'épisode, tu as pensé à quelque chose, une question, tu aurais voulu poser une question à l'intervenant, de l'intervenant, et donc on t'invite maintenant à la poser ici en commentaire. Comme ça, soit moi-même, soit la personne pourra répondre, et c'est une façon de continuer les échanges. Je te dis à bientôt sur cette chaîne ou ailleurs sur cartonnet.com.